Bonjour. Que signifie suivre un cours? Comment suivre un cours? C'est ma dernière vidéo sur la question. Dans la précédente, j'étais arrivé à un âge républicain, dans lequel, comme je le disais, la philosophie avait embrassé l'État, et l'État avait embrassé la philosophie, et ce phénomène, en fait, concernait toutes les matières, toute l'éducation, et pas seulement l'enseignement de la philosophie. Et celle-ci était une sorte de discipline reine qui venait couronner l'enseignement scolaire et aussi justifier sa structure, sa progression. L'idée étant qu'on devait arriver à la fin du lycée à former des hommes et des femmes libres. Et libres, cela voulait dire aussi donc qui entretenaient une relation étroite avec certaines valeurs, celles de la République, liberté, égalité, fraternité, etc. Et aussi étaient capables d'une pensée critique qui leur permettait d'assimiler par eux-mêmes les savoirs, mais aussi de penser par eux-mêmes. Et qui dit penser par soi-même, dit toujours prendre des distances par rapport à ce que l'on a appris. Cet âge, en fait, cet âge républicain, il est encore là et en même temps, il est passé, il est dépassé. Alors pourquoi? Parce que justement, si le couronnement de l'enseignement, c'est de transmettre des valeurs, à la rigueur, on peut se dire que ces valeurs sont de l'ordre d'un savoir stable, acquis, qui en lui-même ne pose plus de difficultés, plus de problèmes. Et dans ce cas-là, on n'a plus besoin de la philosophie pour transmettre ces valeurs. Dans ce cas-là, un cours d'éducation civique suffit largement. Il peut être commencé plus tôt. Et évidemment, il y a le rôle critique de la philosophie, mais bon, celui-là, d'un point de vue officiel, on n'y tient pas outre mesure. Et voilà comment on arrive à une réforme du baccalauréat comme celle que nous vivons actuellement, c'est-à-dire que la philosophie, tant qu'elle était discipline reine, était la première épreuve du baccalauréat, de ce qu'on avait même appelé pendant longtemps la classe de philosophie, la terminale s'appelait classe de philosophie. Or, de manière très significative, eh bien, la philosophie est devenue quasiment la dernière épreuve du baccalauréat. Alors, pas tout à fait la dernière, elle n'a même pas l'honneur d'être la dernière, puisque c'est le nouveau grand oral, qui est censé former également les étudiants à l'oral. Bon, très bien. Mais simplement, voilà, la philosophie n'a plus de position véritablement définie. Et puis, en fait, la périodisation du baccalauréat fait que on passe l'épreuve de philosophie comme le grand oral après une longue interruption de la période de cours. Alors cet âge est passé, alors est-ce qu'il faut le regretter? Non, parce que comme je l'ai dit aussi dans la vidéo précédente, j'y reviens très rapidement, il est aussi à l'origine de quantité de clivages. Secondaire, universitaire, théorie, pratique, et puis aussi immobilité, mouvement, corps, esprit. Clivage que tous les élèves connaissent très bien, puisque quand ils sont en cours d'éducation physique et sportive, suivre ce cours-là n'a rien à voir avec suivre les autres cours. C'est tout aussi codifié, c'est tout aussi important, mais on ne leur demande pas du tout les mêmes choses que dans les autres cours, où il s'agit plutôt de rester immobile, silencieux et concentré. Ou alors parlant, mais en tout cas immobile. Alors là, je voudrais insister sur un autre clivage dont je n'ai pas encore parlé, qui en fait est bien plus général, ne concerne pas simplement l'enseignement républicain en France, donc va nous ouvrir aussi sur le monde. C'est celui entre le savoir et les techniques. On pourrait, pour l'expliquer, remonter à l'Antiquité, mais disons qu'il s'accentue énormément à l'époque moderne et que nous confions de plus en plus une grande partie de nos activités à des techniques instrumentales, autrement dit à des machines, trains, voitures, avions, ordinateurs, etc., qui maintenant, aujourd'hui, sont de plus en plus dotés d'une certaine intelligence qui n'a rien à voir avec notre manière de penser, tout simplement parce que les machines n'ont pas de corps. Alors elles sont en relation avec notre corps, elles sont adaptées à notre corps d'une certaine manière, mais en même temps elles n'ont rien à faire de notre corps. Il est de ce point de vue-là assez net que ces machines provoquent une certaine accélération de la société, du monde, de la communication, des transports, etc., tout en nous immobilisant de plus en plus. On est immobile dans une voiture, dans un train, dans un avion, devant un ordinateur, devant une machine-outil, etc., etc. Il y a ce clivage entre le savoir et la technique, et la seule chose qui fait qu'elles se rejoignent, c'est que dans l'une des activités comme dans l'autre, eh bien, on est tenu à l'immobilité. La différence étant que dans l'immobilité qui se rapporte au savoir, on sait ce que l'on a à faire, justement apprendre, lire, écrire, etc. Tandis que dans l'immobilité liée au transport, alors on découvre vraiment qu'on ne sait pas quoi faire de son corps quand il est immobilisé. C'est ce qui frappe
Quand on regarde les gens dans les trains, dans les avions, ils n'ont pas de rôle actif, ils n'ont pas à piloter la machine, hein, ils ont juste à attendre en quelque sorte. Hein, et en fait, voilà, ils ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes, si bien qu'ils confient la solution à nouveau à une machine, ordinateur, portable, que ce soit pour regarder des films ou pour téléphoner. Alors ce que je veux dire, c'est que d'un côté, nous sommes immobilisés devant les machines, la technique nous immobilise sans que nous ayons véritablement de technique pour rester immobile, de savoir qui guiderait notre attitude devant ces machines. Et de même, à l'école, on va retrouver la même immobilité et la même disparition de toute technique liée à cette attitude, hein, qui est de rester des heures concentré à écouter quelqu'un. Sans cette fois-ci pouvoir disposer d'un échappatoire qui serait prendre son portable, regarder un film sur Netflix, etc. etc. Alors cette absence de technique, est-ce qu'elle peut être compensée? Le problème, c'est que les méthodes que nous livre l'âge républicain sont manifestement pas les bonnes, parce qu'elles ne dépassent pas du tout le clivage entre le corps et l'esprit. Je dirais il y a une technique plutôt spirituelle qui s'appelle l'autorité, d'ordonner. Alors tiens-toi tranquille, écoute, arrête de parler, etc. etc. Mais quand on donne un ordre, il faut être sûr que celui qui est censé l'exécuter puisse l'exécuter, c'est-à-dire est un savoir qui corresponde à son exécution. Sinon l'ordre ne sert absolument à rien. Et puis, il y a une autre technique qui cette fois-ci concerne le corps, et elle est médicamenteuse. C'est-à-dire que les élèves trop agités, on les range dans une catégorie, celle des hyperactifs, et puis on leur donne des médicaments. Alors je ne dis pas que l'hyperactivité n'existe pas, que les médicaments sont toujours de trop, ils ne soignent pas. Non, je dis simplement que très souvent, on croit pouvoir régler des symptômes alors que le problème n'est pas là. Le problème, il est bien plus profond, c'est un problème civilisationnel, c'est un problème historique, c'est un problème aussi philosophique, à savoir que nous avons perdu des techniques de concentration. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, eh bien, on peut s'inspirer encore d'endroits où ces techniques n'ont pas été perdues. C'est-à-dire d'endroits où se sont développées finalement des sagesses qui sont restées actives. On pense à la méditation zen, au yoga. Et ce serait pas du tout inutile qu'on apprenne aussi cela dès les petites classes et que l'on continue à le pratiquer, par exemple au début de chaque cours. Oui, ce ne serait pas inutile du tout qu'un cours commence pendant 5 minutes par une technique de concentration qui permette ensuite de profiter des 55 ou des 50 minutes qui restent. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, oui, on a perdu ces techniques de concentration, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait pas été là, hein, et dans toute une tradition, qui est la tradition de sagesse occidentale, et puis aussi de la philosophie. Hein, je l'ai dit dans une vidéo précédente, la philosophie se présentait bien aussi comme technique de concentration et comme conduite de vie pendant très longtemps avant que cet aspect soit oublié. Je cite une phrase d'Aristote que j'aime beaucoup à ce propos-là. Pour le corps, il existe des techniques et des sagesses, à savoir la médecine et la gymnastique. Il est clair qu'il existe aussi pour l'âme et les vertus de l'âme un soin et une technique, et que nous sommes capables de les apprendre. Alors Aristote distingue ici technique du corps et technique de l'âme, mais pas seulement, au contraire, il montre que puisqu'il y a des techniques du corps, des savoirs et des techniques du corps, médecine et gymnastique, il y a aussi des techniques de l'âme, et en fait elles s'articulent très, très étroitement. La pensée, comme activité et comme exercice, est aussi activité corporelle et se joue comme activité corporelle. Même quand elle parle des premiers principes du monde. Elle n'a jamais oublié le corps, comme peut l'oublier la technique occidentale et instrumentale et mondiale actuellement. Alors s'inspirer de techniques de concentration qui viennent d'ailleurs, réactiver des techniques de pensée qui existaient en Occident dès l'Antiquité. Voilà ce qui peut nous permettre de commencer à dépasser ce clivage du corps et de l'esprit et qui nous permettent quoi au bout du compte? Qui nous permettent de penser que suivre un cours, c'est avoir en permanence le sentiment d'exister, y compris corporellement. Et même si on est immobile,
même s'il faut l'être d'une certaine manière, où la structure même de la classe impose cette immobilité, arriver à reconcevoir qu'il y a des formes d'immobilité qui sont actives, qui sont des formes de pratiques méditatives, de pratiques de concentration. Mais voilà, tout ça peut paraître encore bien abstrait, alors je voudrais être ici plus concret. Parce qu'en fait, le but, c'est aussi de réconcilier la pensée et l'action. On ne demande pas en général aux élèves et aux étudiants d'agir, on leur demande d'écouter, de parler, etc. L'action se déroulant plutôt à l'extérieur. Alors quelle action? Alors, quelque chose qu'on voit dans les cours d'éducation civique, c'est quelque chose qui semble important, c'est l'action citoyenne. Mais qu'est-ce que l'action citoyenne? Qu'est-ce qu'elle est devenue? En fait, elle a tendance à se réduire au vote. Et alors, il faut apprendre à être des électeurs, à élire nos représentants qui vont gouverner pour nous. Mais en fait, c'est pas vraiment une activité. Voter, c'est donner son option, son choix. C'est pas agir, c'est plutôt transférer ses capacités d'action à quelqu'un d'autre qui va diriger à notre place. C'est peut-être même le contraire de l'activité. Donc l'action citoyenne, c'est plutôt celle qui se manifeste. C'est celle qui est dans la rue, qui prend la forme de slogans, de marches, de sit-in, etc., etc., qui ne valent la peine que si on sait pourquoi on est là. Et on sait pourquoi on est là que si on a aussi appris, et si on a pris conscience, et si on a soi-même réinventé une pensée de l'engagement, une pensée de l'action, et de ce qui nous semble nécessaire. Alors est-ce que ça peut s'apprendre à l'école? Ce qui est sûr, c'est que même quand ça ne s'apprend pas à l'école, les élèves savent très bien utiliser ce qu'on leur apprend pour ensuite le transformer en action citoyenne. Et ça, on l'a très bien vu dans les marches de la jeunesse pour le climat, qui, je l'espère, reprendront dès que nous serons sortis de ce cloisonnement que nous impose l'épidémie de la Covid-19, et qui même pourrait reprendre avant la fin de ce cloisonnement, puisque ce n'est pas à l'extérieur que l'on est le plus contagieux. Donc il faut qu'il y ait une forme de continuité constante entre ce que l'on fait à l'école, à l'université, et la possibilité de s'engager véritablement dans le monde, y compris corporellement. Parce que quand on marche pour le climat, en fait, eh bien, non seulement on utilise son corps, mais d'une certaine manière, on pense à son corps, puisqu'il est bien question de vie ou de survie, et c'est pour ça qu'on lutte contre le réchauffement climatique. Alors, sa vie, sa survie, et puis celle des autres êtres, y compris les animaux, les plantes. Ce qui nous rapproche énormément de techniques de sagesse, et même de techniques de sagesse occidentale et de philosophie antique, où justement il s'agissait de retrouver son contact avec le monde et avec les autres êtres. Alors, pour être encore plus concret, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, il n'y a plus une discipline reine qui s'appelle la philosophie et qui serait, comme sous sa forme républicaine, dégagée complètement des activités corporelles et qui finalement viendrait justifier ce clivage pour toutes les autres matières. Non, il y a plutôt maintenant quantité de perspectives sur le monde, et il faudrait justement que l'on cesse de trop séparer les disciplines, et même cesser de les appeler des disciplines, avec toute l'ambiguïté de ce terme, avec le côté autoritaire qu'il contient. Hein, la discipline, c'est ce qui est censé faire l'élève, et puis c'est devenu au cours du Moyen-Âge une manière de sanction. Donc voilà, plutôt concevoir que ce qu'offre l'école, ces différentes perspectives sur le monde. Quant à la philosophie, elle en fait partie, elle n'a plus sa place dominante, et finalement c'est plutôt agréable de ne plus avoir de place dominante et officielle, parce qu'on peut participer à un mouvement d'ensemble. Et pour cela, il faut que les exercices soient compris dans leur contexte, dans leur histoire, et qu'ils soient reliés en permanence avec la possibilité d'être et de se ressentir corporellement être, non seulement à l'école, mais aussi à l'extérieur, et sous une forme active, c'est-à-dire aussi sous une forme politique. Par forme politique, j'entends quoi? J'entends seulement que ce que l'on défend dans la politique, eh bien, c'est le droit à l'existence, le sien, celui des autres êtres.